Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 novembre 2025 et nous avons une particularité, c'est que nous serons avec vous au cours de cette émission Grand Angle. Et nous avons rendez-vous à 18h pour une émission webinaire et vous savez ce que c'est-à-dire qu'on va être en contact avec les amis, les compatriotes, les téléspectateurs et on va échanger sur un certain nombre de sujets de l'actualité tant nationale qu'internationale. Vous savez qu'elle est très très riche ces derniers temps, mais enfin nous donnons rendez-vous le samedi, donc aujourd'hui à 18h. J'espère que vous auriez déjà suivi le Grand Angle et que vous auriez déjà certainement des réponses à certaines de vos questions. Mais enfin, je compte sur vous, non pas seulement sur les questions, mais sur les contributions pour qu'on essaie d'avancer et d'aller de l'avant. Nous allons organiser, si Dieu le veut, le samedi 15 novembre 2025, une émission en webinaire. Ça sera une occasion, après la dernière que nous avons eue, que l'on se retrouve pour que vous nous posiez des questions sur l'actualité, tant nationale qu'internationale, que nous essayons d'échanger. Et je souhaite que ce sera un très bon moment. Maintenant, par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui, nous allons vous donner quelques informations. La première information que je peux vous donner de façon sommaire, c'est que vous avez appris que le Congo a eu un eurobond de 670 millions de dollars, l'équivalent, semble-t-il, de près de 410 milliards de francs CFA. Pour cette première rubrique de votre émission, Le Plus de l'écho, consacrée au micro-trottoir, nous sommes effectivement au niveau d'un trottoir, celui-là du boulevard du 20 mai à Yaoundé, et précisément devant le bâtiment de la Caisse autonome d'amortissement, un établissement qui est chargé de la dette intérieure du Cameroun, et le directeur général de cette entreprise était présent, celui-là même, et Vinaobam était présent à Paris avec le ministère des Finances pour pouvoir mettre en place le rebond qui a été mobilisé par l'État du Cameroun. Je vous propose dans le cadre de ce micro-trottoir d'aller vers les pas et de suivre les pas de Roland Dagong et de Placide Mvongo qui sont allés dans les rues camerounaises pour prendre votre impression, pour prendre la définition que vous faites de l'eurobond. Moi, je ne dois pas tellement persévérer. Moi, je sais qu'avec le temps, puisqu'on a les dirigeants plus hauts que nous, ce sont eux qui nous expliquent ce qui se passe. Bon, désolé, je ne sais pas. À mon avis, eurobond, c'est un gros mot. C'est un gros mot pour dire que l'État du Cameroun allait contracter un crédit. Où a-t-il contracté ce crédit? Il a contacté ce crédit sur un marché financier que les spécialistes appellent eurobond. C'est un peu comme vous pouviez aller prendre un crédit à la tontine, comme vous pouvez aller prendre un crédit auprès du microfinance ou vous allez même vous endetter auprès d'un ami de confiance de l'euro. Je ne connais pas celui-là. Je n'ai pas. Bon, pour moi, le rebond, c'est l'emprunt fait par un pays envers un autre. Donc, dans le cadre peut-être d'un projet de développement, forcément, parce qu'on l'observe plus en fait en Afrique. Donc, lorsque les pays africains vont en Europe pour faire un emprunt. Après les réactions des différents usagers que nous avons rencontrés dans les rues de Yaoundé, nous sommes ici au niveau du palais polyvalent de sport de la même ville où nous avons assisté au salon de l'action gouvernementale et nous avons rencontré notre invité et nous devons de le retrouver dans quelques secondes pour vous donner davantage des explications sur ce que constitue ou alors sur ce que c'est véritablement l'eurobond. Nous invitons
Dans le cadre de la deuxième partie de notre émission consacrée à l'ESPER, nous vous l'avons dit et vous avez eu les réactions des différents usagers dans la ville de Yaoundé. Nous sommes venus à côté de l'ESPER qui va nous expliquer ce qu'on entend par eurobond. Nous sommes ici au SAGO, au Salon de l'Action gouvernementale. Nous sommes précisément à l'Agence de promotion des investissements et nous sommes venus à la rencontre de Madame Lako Mbarga. Madame Lako, bonjour. Oui, je rappelle que vous êtes chargé de la coopération multilatérale au niveau de l'Agence de promotion des investissements. Quand on parle d'eurobond, de quoi s'agit-il concrètement? Très bien, merci beaucoup pour la question et merci aussi de visiter le stand de l'Agence de promotion des investissements. Alors, l'eurobond, on va dire que c'est une obligation qui est libellée dans une monnaie différente de celle du pays dans lequel elle est émise. Par exemple, on va émettre un eurobond, une obligation en dollars dans un marché européen. Et en Afrique, on va faire les obligations. Les obligations seront émises soit en euros, soit en dollars, plutôt qu'en francs CFA. Donc, à l'origine, l'eurobond ou euro-obligation a été, on va dire en quelque sorte, une solution pour les pays les plus fragiles économiquement de la zone euro, afin que ces pays-là puissent bénéficier de taux d'intérêt relativement bas, comme c'était le cas pour les pays les plus solides de la zone euro. Et dans le contexte de la Covid-19, l'eurobond a permis, ou l'euro-obligation, a permis aux pays de mettre ensemble les dettes et de pouvoir faire face aux conséquences issues de la crise sanitaire mondiale à laquelle nous assistons depuis 2020. Sur le plan institutionnel ou alors dans le cas du Cameroun, on va dire que l'eurobond est une dette publique qui va permettre à l'État d'emprunter de l'argent sur les marchés internationaux. Et à ce titre-là, le détenteur de ce type d'obligation va recevoir une rémunération sous forme d'intérêt corrélativement au type d'obligation qui a été émis. Les Congolais peuvent s'en réjouir, mais il ne faut pas être trop optimiste pour la simple raison que nous avons déjà eu des excédents budgétaires de 14 000 milliards et aujourd'hui on considère que cela a disparu, alors que ça aurait pu aider à contribuer à la résolution d'un certain nombre de problèmes au niveau de notre pays. Mais lorsqu'on regarde au fond, si je sors du volet politique pour regarder le volet technique, lorsqu'on regarde au fond, moi je trouve que c'est une opération risquée. D'abord parce que nous avons, dans le cadre de nos relations avec le Fonds monétaire, pris l'engagement de ne rechercher que des financements à taux concessionnels. Et il y a tout un débat au niveau du taux auquel nous avons accédé à cette situation. Il y en a qui parlent d'un taux supérieur à 13%, ce qui est véritablement suicidaire. Il y en a qui parlent d'un taux autour de 10%, que ce soit 13% ou 10%, c'est trop élevé. Et moi, je suis de ceux qui pensent techniquement que le Congo ne résoudra pas son problème de la dette par l'endettement. Le Congo n'est pas capable. Et je pense qu'il faudrait que l'on prenne des dispositions au plan politique, d'orienter ce genre de fonds vers des projets productifs qui nous permettent alors d'avancer, mais pas pour régler la dette intérieure, tant même commerciale que sociale, pas pour régler les dépenses de fonctionnement. Ça ne nous avancera pas, ça ne fera que nous faire enfoncer. Tout le monde aime les eurobonds, sauf Jean-Marc Daniel. Je ne suis pas le seul. J'ai trouvé un allié, puisque le président de la Bundesbank ça évidemment, a dit que ça devait être une opération exceptionnelle et il ne fallait pas considérer que l'avenir de l'Europe allait se construire autour. Oui, mais parce qu'il est un peu aigri, le président de la Bundesbank. Pas vous, Jean-Marc. Ni lui ni moi ne sommes aigris. Enfin, lui, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il est réaliste. Il est sur la voie de la sagesse. Et alors effectivement, l'opération est sur le plan strictement matériel et financier.
financier un succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Et un succès parce que vous avez de la dette qui est rémunérée comme la dette française, comme l'a dit Nicolas, avec une notation qui est la notation de la dette allemande. Donc vous avez exactement. C'est moins 20. L'Allemagne c'est moins 0,6, la France c'est moins 0,3, voilà, moins 0,32, et là on est sur du moins 0,26. Vous avez la sécurité allemande avec la rémunération française. Donc vous avez intérêt à vous porter vers ce type de produit. Donc sur un plan de la technique financière, le succès est compréhensible. En revanche, je pense qu'on s'engage dans une voie, comme le dit le président de la Bundesbank, qui est une voie dangereuse. Je pense qu'on oublie un peu les fondamentaux de pourquoi on s'endette et pourquoi une entité privée doit s'endetter et pourquoi une entité publique peut s'endetter. C'est, vous savez, sans remonter jusqu'au fin fond de la pensée antique, Aristote et tout ça, il y a toujours eu une sorte de méfiance vis-à-vis de la dette. Et donc, les économistes sont arrivés à une sorte d'équilibre, normalement, où la dette privée sert à financer l'investissement et la dette publique sert normalement à lisser les aléas conjoncturels. Donc on s'endette pour financer du chômage partiel, à condition que ce soit véritablement lié à l'épidémie. Pourquoi pas? Mais qu'on rentre dans l'idée que c'est un progrès colossal parce que désormais on va pouvoir ajouter une couche de dette à un niveau de dette qui est déjà colossal, ça me paraît extrêmement dangereux. Tous ces gens qui fantasment à l'idée qu'on construit un pays par la dette, en prenant l'exemple des États-Unis, devraient se souvenir que Adams, qui était le deuxième président des États-Unis, avait pris comme formule, comme devise, il y a deux façons de détruire un pays, on peut le détruire par l'épée et on peut le détruire par la dette. Mais j'ai déjà donné en d'autres occasions mon appréciation sur la situation. Je ne suis pas du tout partisan de ceux qui sont dans l'optimisme, etc. Non, ce n'est pas une réussite pour notre pays. Il faut que nous nous battons. Et dans ce que je développe, je dis clairement que nous devons prendre le courage d'affronter notre situation pour qu'on relève les défis qui sont nombreux, mais que nous devons absolument relever parce que c'est de notre responsabilité. Pour les relever, nous avons souvent apporté un certain nombre de solutions. Je crois qu'au cours de cette émission, nous allons y revenir. Nous avons ce problème de la réduction du train de vie de l'État. J'ai suivi beaucoup de réactions suite à l'émission, la dernière émission que nous avons faite et à ce que nous avons comparé les salaires des dirigeants congolais à ceux des dirigeants du monde. Vous voyez que c'est véritablement scandaleux. Pas pour les attaquer. Dans tous les cas, ils ne devraient même pas avoir des attaques. Au Congo, nous pensons être dans la transparence. Mais quand on rentre aujourd'hui dans l'Internet, quand on suit les réseaux sociaux, mais on a les salaires du président chinois, on a les salaires du président américain, on a les salaires du président de la Fédération de Russie. Alors, il y a des gens qui me demandent comment j'ai fait. Je n'ai pas fait de manipulation. Faites des recherches, vous aurez ces informations. Je sais que vous êtes choqués de découvrir que le président de la Chine gagnerait 1,039 000 francs pendant que le Premier ministre congolais gagnerait 25 millions. Mais je vous rappelle qu'il y a un décret et demandez à vos gouvernants de publier ce décret. Il y a le décret numéro 1037/2012 d'octobre 2012 fixant justement les conditions de rémunération des membres du gouvernement congolais. Pourquoi ce décret n'a jamais été publié au journal officiel? Ce sont eux qui ont des problèmes, ce n'est pas Clément Mirassa. Pourquoi ils le cachent? Tout en sachant que le salaire minimum de la fonction publique est de 90 000 francs et que le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 70 400. Ce sont des données, on doit les mettre à la disposition des Congolais. Les statistiques sont des monstres froids, des outils d'aide à la décision. Et vous voyez que lorsqu'on publie ça, les Congolais découvrent que, évidemment, les gouvernants, ils vivent royalement. Ils s'accaparent d'une partie importante de la richesse nationale, qu'il y a au Congo un véritable problème de la répartition de la richesse nationale, qu'il y a une petite minorité qui s'enrichit, mais qui en plus est parfois baignée dans les scandaleux crimes économiques et financiers, et pour lesquels ils ne sont nullement inquiétés, et ce n'est pas du tout intéressant. Donc je pense que les gouvernants devraient rectifier leur tir. Maintenant, la deuxième information que je vais donner, je vais un peu revenir au Conseil des ministres qui a eu lieu le 7 octobre, au cours duquel on a parlé évidemment de ces affaires, semble-t-il, au niveau de la réorganisation administrative, de la réorganisation électorale, et on a pensé qu'il fallait aller vers une loi, la rectification de la loi électorale, parce qu'il y a eu création des nouveaux départements, parce qu'il y a eu modification, etc. Mais sur ça, j'ai continué les recherches
Et je suis tombé sur quelque chose de formidable. Quand vous prenez un certain nombre de districts du Congo, je me réfère par exemple au district de Mbuti, je me réfère au district de Lombo, je me réfère au district de Pena. Ces districts avaient 2 circonscriptions. Et la raison qui était évoquée, c'était certainement l'enclavement et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, il faut que ces critères-là soient revus. Parce qu'en passant en revue les données du dernier recensement de la population, j'ai découvert que Mbuti, lors de ce recensement, n'a que 19 000, je crois, 132 habitants. Olombo n'a que 26 850 habitants. Et Pena a près de 32 000 habitants. Mais aujourd'hui, il y a des districts qui sont nettement plus peuplés que Olombo, que Mbuti, etc. Et il faut aller justement vers cette réorganisation en tenant compte des nouvelles données démographiques. Quand je prends par exemple le Muyonzi, Muyonzi aujourd'hui fait 37 823 habitants. Est-ce qu'il est normal que Muyonzi continue à rester une seule circonscription alors que Mbuti, qui n'a que 19 000 habitants, en a 2? Non, je crois qu'il faut réparer, il faut faire la justice sociale. Nous avons par exemple Makwa, qui a 40 004 habitants. Est-ce qu'il est normal que Makwa n'ait qu'une circonscription, alors qu'Olombo, qui a 26 000 habitants, a 2 circonscriptions? Est-ce que Makwa est moins enclavé que Olombo, alors qu'Olombo, nous savons tous quelle est la configuration, etc. Quand nous prenons le département de la Likwala, nous avons aujourd'hui Betou qui s'affiche avec une population supérieure à 126 000 habitants et Pena a une population autour de 32 000 habitants. Est-ce qu'il est normal que Pena... Donc, il ne faut pas aller vers cette réorganisation, ce découpage administratif et électoral dans la précipitation. Il faut prendre le temps pour qu'un certain nombre de choses soient redéfinies, pour qu'objectivement nous ayons un consensus. Parce que malgré tout, quand nous prenons Beto avec 100 000 habitants, une circonscription, mais nous découvrons qu'il y a des circonscriptions qui ont 4 000 habitants, qui ont 5 000 habitants. Donc, je crois qu'il faut prendre le temps. Déjà que lorsque nous avons évoqué ce problème, nous avons dénoncé le fait qu'on ne pouvait pas garder la Bouenza avec plus de 360 000 habitants avec un seul département. On ne pouvait pas laisser le Niari avec plus de 334 000 habitants avec un seul département, alors que les autres départements, quand je prends par exemple les plateaux, c'est un peu plus de 100 000 habitants. Le département du Doué-les-Fini, c'est autour de 97 000 habitants, etc. Donc, il faut qu'il y ait une certaine justice, une certaine équité qui se fasse et qu'on aille vers une véritable organisation. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce propos. Maintenant, la troisième information que je vais vous donner, elle est relative à l'arrivée du Fonds monétaire international. Il semble que le Fonds monétaire international est dans nos murs. Après, semble-t-il que nous ayons réussi 6 revues successives, etc. Mais il faut rappeler que lorsque les gouvernants se sont rendus compte que notre pays était dans la crise en 2017, ils ont voulu justifier cette crise par le fait qu'il y avait eu en 2014 la baisse drastique des prix du baril du pétrole, ce que nous ne partagions pas, parce que nous pensons que c'est en fait une question de mauvaise gouvernance. Ils ont pensé dans un premier temps qu'ils pouvaient aller à un ajustement interne pour régler la situation. Ils n'en ont pas été capables et ils se sont tournés vers la CEMAC qui a apporté son appui pour que nous rentrons en relation avec le Fonds monétaire. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Nous avons eu un programme en 2019, malheureusement, que nous n'avons pas pu faire aboutir parce que les gouvernants n'ont pas respecté les engagements qu'ils ont pris. Ils ont pu renégocier un programme qui a démarré en janvier 2002 et qui s'est terminé en 2024, mais pour lequel ils nous avaient rassuré qu'au sortir de ce programme, le Congo allait sortir de la grave crise multidimensionnelle qu'il connaissait. Malheureusement, vous connaissez les résultats. Et il faut que le Fonds monétaire sache aujourd'hui que les revues ont certainement été très positives, mais la crise a continué et les Congolais ne font que s'enfoncer chaque jour davantage dans la misère, dans la souffrance et le Congo dans le chaos. D'autant que nous tenons à noter
auprès du Fonds monétaire international, que nous sommes très préoccupés de constater que les gouvernants congolais sont hostiles à la réduction du train de vie de l'État. Ils sont hostiles à la véritable lutte contre la corruption, à la lutte contre la fraude, la concussion, etc. Et nous avons découvert des phénomènes extrêmement importants puisqu'ils ont été relevés par le directeur général des douanes, où semble-t-il, on arrive parfois à des exonérations fiscales de l'ordre de 6 milliards, alors qu'aux douanes, c'est des recettes de 180 milliards qui sont attendues, alors que nous avons besoin véritablement, et c'est l'un des objectifs, semble-t-il, de tous les budgets, d'accroître les ressources, les recettes fiscales et de faire en sorte que nous soyons en mesure de relever nos défis. Maintenant, ensuite, nous devons également signaler au Fonds monétaire que nous sommes préoccupés par le fait que les gouvernants congolais ont choisi de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers qui ne sont nullement inquiétés pour des dossiers qui sont connus. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays Hélène les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et ils sont connus à tous les niveaux. Je ne prendrai pour exemple que le dossier du différentiel de 6 milliards de bourses qui a été relevé et révélé par le président de la République le 28 novembre 2024. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé
des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Et pour lequel absolument rien ne se fait. Mais comment voulez-vous exécuter un programme qui se dénomme Ensemble poursuivons la marche vers le développement, en même temps que vous n'êtes pas capable de respecter la lutte contre ce que vous appelez antivaleurs, la lutte contre un certain nombre de mots qui minent, et la corruption est véritablement le cancer de la société, c'est le cancer de l'économie. Et vous savez bien que le Congo peine et apparaît comme l'un des pays les plus corrompus. Donc, je suppose qu'au sortir de cette émission avec le Fonds monétaire international, il faut que le Congo et le Fonds monétaire international constatent ensemble que le Congo n'est pas sorti de la crise. Ça veut dire qu'il faut certainement réajuster le modus operandi et faire en sorte que nous allions vers des grandes réformes qui tiennent compte de la situation des Congolais. Parce que les Congolais souffrent et les Congolais ne peuvent pas continuer à souffrir. Voilà la deuxième information que je tenais à donner. La troisième information que je tenais à donner au-delà de ça, que vous connaissez, elle concerne les retraités, qui sont appelés dans ce pays comme les serpents sanguinaires, mais qui en réalité sont les maltraités. Et si je prends l'exemple rien que de l'année 2025, ils ont déjà comme arriéré, rien que pour l'année 2025, le mois d'août, le mois d'octobre, et le mois de septembre et le mois d'octobre. Et nous sommes pratiquement au 15 novembre. Nous supposons que ça risque encore d'être un mois qui s'ajoute. Mais posons-nous la question, est-ce que les gouvernants s'interrogent, se posent la question de savoir comment les retraités font pour vivre? C'est vrai, nous avons suivi leur passage auprès du président du Sénat, qui a souhaité que les retraités n'aillent pas à ce qu'il a appelé une démarche de confrontation. Mais ce n'est plus une démarche de confrontation. L'article 27 est très clair là-dessus. Il y a la liberté de manifestation. Et surtout lorsqu'il s'agit de la défense de ses droits. Et si les retraités parlent de sit-in, ils parlent d'autres manifestations, mais c'est parce qu'ils revendiquent leurs droits. Et il n'est pas normal, je le rappelle, et je le rappellerai chaque fois que je le pourrai, qu'aujourd'hui, les retraités aient 50 mois d'arriéré de pension. Ça veut dire 4 ans et 2 mois. Comment font-ils pour vivre? Est-ce que les gouvernants se posent la question comment ils font pour vivre? Évidemment, quand on voit les niveaux de rémunération des gouvernants, ils ne peuvent pas se poser cette question. Ils ne peuvent pas se poser cette question parce que, tout en rappelant que le salaire minimum de la fonction publique est de 90 000 francs, nous avons de cesse de rappeler que le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti au Congo, est de 70 400. Donc, on peut se poser la question, comment une famille peut vivre avec 70 400, entendu que ça constituerait une dépense de moins de 2 500 francs par jour pour des problèmes de transport, de santé, de logement, de nourriture. Vous voyez bien que la plupart des Congolais sont dans une situation extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que je plaide pour les retraités parce que je suis retraité, mais le plaidant, je le fais également pour les boursiers, les étudiants. Je le fais pour les travailleurs de ces nombreuses structures qui connaissent des situations difficiles, à l'image des travailleurs de la mairie de Dolisie qui cumulent 97 mois pratiquement d'arriérés de salaire, c'est-à-dire 8 ans. C'est inacceptable. On peut se demander comment ils font pour vivre, comment ils font pour maintenir les enfants à l'école, etc. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent, y compris qu'on doit avoir un regard sur le fonctionnement minimum des services sociaux, notamment l'éducation, notamment la santé. On peut penser à l'emploi des jeunes, à un certain nombre de situations. Donc, voilà un peu en termes d'information. Bon, évidemment, j'aurais pu, mais je souhaite éviter. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Gabon avec ce procès, semble-t-il, qui touche à l'ancienne famille présidentielle. Je dirais tout simplement que j'ai été préoccupé de découvrir à travers l'une des déclarations, mais je ne vais pas m'enfoncer là-dedans. Il est 14 heures. Le président de la République, Ali Bongo, avait un compte à la BGFI dans lequel étaient logés 250 milliards de francs CFA. Et ça pose des questions, comment ça se fait? Et je pense toujours à cette parole du
l'ancien président Laurent Gbagbo, en disant que lorsqu'on veut s'enrichir, on ne fait pas la politique. Parce que la politique ne vous permet pas de vous enrichir. Et excusez-moi de le paraphraser lorsqu'il dit que lorsqu'on fait la politique et qu'on s'enrichit, c'est qu'on est voleur. Mais enfin, je présente toutes mes excuses, mais je dois dire que ce sont des questions qui doivent nous préoccuper au moment où dans beaucoup de pays africains, il y a un certain nombre de préoccupations pour réclamer des changements, pour faire en sorte que les choses soient gérées autrement qu'elles se fassent aujourd'hui, pour critiquer le pillage de nos ressources, pour attaquer le fait que nos populations vivent véritablement dans la misère, dans la souffrance, et qu'on n'arrive pas à leur accorder le minimum qu'il faut pour une vie sereine, etc. Donc voilà un peu les informations. Mais sur la dernière, je ne tiens pas à beaucoup insister. Je crois que c'est mis sur les réseaux sociaux. C'est pas des secrets d'État, c'est pas, mais c'est des informations qui doivent nous préoccuper, qui doivent préoccuper nos dirigeants et qui doivent se dire à un moment donné que on doit tout mettre en œuvre pour arrêter d'enfoncer les populations dans la misère et dans la souffrance, surtout lorsqu'on a les ressources nécessaires pour le faire, et ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, je vais passer à la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre. Nous sommes pratiquement à 12-13 jours du 28 novembre. Et pourquoi je parle du 28 novembre? Mais parce que le 28 novembre, nous allons fêter, je ne pense pas me tromper, le 67e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Mais cette fois-ci, la thématique que nous prenons, c'est que le 28 novembre de cette année est un rendez-vous important que nous ne devons pas rater. Nous ne devons pas le rater. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend notre constitution, et moi je l'ai par devers moi, lorsqu'on prend notre constitution, nous avons cet article 94. C'est que dit cet article 94? L'article 94 dit ceci: le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Donc, le 28 novembre prochain, le président de la République va présenter un message au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Mais au-delà de ça, nous passons à l'article 65 pour que vous compreniez mieux ma préoccupation. L'article 65 lui dit ceci: le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Bon, sur l'article, moi je vous dis, je me bats pour l'alternance démocratique et je ne suis pas pour un renouvellement au niveau du mandat du président de la République 2 fois. Je suis fondamentalement pour que la Constitution prévoit non seulement l'alternance démocratique, mais la limitation des mandats à 2. Et moi, je souhaite que ce soit un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Maintenant, j'en viens pourquoi? Mais parce que le mandat du président Sassou actuel a démarré le 16 avril 2021 et il se termine le 16 avril 2026. Ça veut dire que le message sur l'état de la nation que le président Sassou va faire le 28, c'est pratiquement le dernier de cette mandature. Et étant le dernier, il devrait apparaître comme un message, pour moi, bilan un peu de la situation de cette mandature et devrait faire l'état. Et on devrait, après avoir suivi ce message, nous rendre compte si le Congo, à la fin de cette mandature, présente un bon visage. N'oubliez pas que lorsqu'on a eu le débat sur le changement de la Constitution, il y avait beaucoup d'intervenants qui disaient que le Congo serait émergent à l'horizon 2025. Mais c'est des aspects sur lesquels nous allons revenir et sur lesquels nous... Donc, c'est pour ça que je dis, en termes de considération générale, que le message du 28 novembre de 2025 a un caractère tout à fait particulier. Parce que ce n'est pas seulement le message pour la gestion d'une année, mais je crois que c'est le message bilan de tout un mandat. Et on devrait s'en réjouir. Et je crois que beaucoup de choses seraient abordées. C'est pour ça que ayant retenu cette thématique, j'ai essayé d'aborder un certain nombre de thèmes que nous avons déjà développés à travers plusieurs émissions pour que nous soyons fixés. Parce qu'assez souvent, nous avons été préoccupés de constater que sur des grands problèmes qui touchaient l'actualité nationale et internationale, les gouvernants, les acteurs politiques et parfois même les citoyens avaient choisi d'être silencieux. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'il faut aborder correctement les choses. Maintenant, j'ai choisi quelques thèmes
sur lesquels je vais essayer de me pencher. Et je souhaite les développer déjà en espérant que le 28 novembre, je pourrai, ou certains citoyens qui partagent mon point de vue, pourraient déjà avoir des éléments de réponse à certaines de nos préoccupations, parce que nous ne les avons pas trouvés tout au long de cette mandature. Le premier thème que nous abordons, c'est le changement de constitution. Et c'est un thème extrêmement important pour moi. Mais parce que quand nous avons élaboré la constitution du 15 mars 1992, nous avons suivi les orientations de la conférence nationale souveraine et nous avons abouti à un texte consensuel qui avait un certain nombre de principes, qui respectait notamment l'alternance démocratique, qui prévoyait que le président de la République soit élu pour un mandat de 5 ans, qu'il soit rééligible une seule fois. Et vous savez ce qui s'est passé. Avec la guerre dite du 5 juin 1997, nous avons adopté un acte fondamental le 24 octobre 1997, et cet acte fondamental a abrogé la Constitution de mars 1990. Ce qui fait que nous sommes rentrés dans une période de transition initialement prévue pour une durée de 3 ans, mais qui en a duré 5. Et après la transition, nous sommes partis aux élections générales. Il y a eu des élections, et parmi ces élections, il y a eu le référendum constitutionnel qui nous a permis d'adopter la Constitution du 20 janvier 2002. Cette Constitution avait un certain nombre de caractéristiques. Elle limitait l'âge pour être candidat à 70 ans. Ensuite, elle avait retenu un mandat pour le président de 7 ans, mais le président était rééligible une seule fois. Et ensuite, dans les dispositions générales, on avait mis un verrou sur la limitation des mandats, à savoir que cette constitution ne pouvait pas être révisée en ce qui concernait la limitation des mandats, c'est-à-dire 2 mandats. Mais le constat que nous avons fait, c'est lequel? La constitution du 20 janvier 2002 a été violée dès son entrée en vigueur. Et certains d'entre vous vont certainement me demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que dans la constitution du 20 janvier 2002, il y avait un article 48 qui disait que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique devait déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et conformément à la loi. Et ensuite, il était ajouté que le non-respect de cette disposition entraînait automatiquement la fin des fonctions auxquelles on était appelé. Et je crois, pour ceux qui ne le savent pas, dès l'entrée en vigueur le 14 août 2002, ni le président de l'Assemblée, ni son bureau, ni le président du Sénat, ni son bureau, ni les autres institutions de la transition, enfin les autres institutions qui ont été mises en place au sortir de la transition, n'ont daigné respecter cette disposition relative à l'obligation des déclarations de patrimoine. Disposition très importante pour la lutte contre la pauvreté, pour la lutte contre l'enrichissement illicite, contre la corruption, les détournements, la fraude et autres.
un choix délibéré qui a été fait, que nous constatons maintenant, pratiquement 22 ans ou 23 ans après, comme quoi un choix délibéré a été fait pour favoriser l'enrichissement illicite. Mais on a continué. On a continué. Et je crois que les Congolais se sont dit qu'ils suivaient. Et malheureusement, en 2014, lorsque on se préparait comme à la fin du second et ce que l'on pouvait considérer comme dernier mandat du président Denis Sassou Nguesso par rapport au texte de cette constitution, mais des voix se sont élevées, en commençant par les sages du Niari, soi-disant, il y en a d'autres qui ont suivi, pour demander la modification de la constitution pour que le président Sassou puisse briguer un troisième mandat. La société congolaise s'est fracturée en deux. Et nous qui étions à l'opposition, nous nous sommes radicalement et frontalement opposés à cette démarche. Enfrad, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse au Congo, où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappelle que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel. Évidemment, beaucoup de raisons ont été avancées. Il fallait, semble-t-il, œuvrer comme ça pour consolider la démocratie dans le pays. Il fallait faire comme ça parce que ça allait faire arriver le pays à l'émergence en l'année 2025. Il fallait faire comme cela parce que le président Sassou était le seul capable de garantir la paix et le développement dans ce pays, etc. Et vous savez que ce changement de constitution s'est fait au prix du sang, au prix de beaucoup de dégâts. On ne veut pas rouvrir ces pages sombres de notre histoire. Et on a finalement procédé au changement de constitution, semble-t-il pour faire évoluer les institutions. Mais la pratique a été là, le conseil a été le même. Dès l'entrée en vigueur de cette constitution, elle n'a pas été respectée pour les mêmes causes, pour les autres qui se sont ajoutées après. La question, est-ce qu'il y a une constitution que les gouvernants congolais, que les acteurs politiques, que les citoyens congolais peuvent réellement respecter? Mais ce n'est pas tout. Ce que nous avons découvert après que tout ça se soit passé, c'est lorsque le président du Conseil constitutionnel français, Jean-Louis Debré, a publié son livre « Ce que je ne pouvais pas dire » et qu'il a révélé que le 24 novembre 2014, il avait reçu un émissaire des gouvernants congolais qui était venu le voir avec un objectif précis. C'était de voir comment on pouvait modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Donc, en réalité, toutes les raisons antérieures qui étaient avancées ne correspondaient pas à la réalité. Et que la raison fondamentale, c'était de voir comment on pouvait modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Et Jean-Louis Debré révèle dans son livre que lorsqu'il a lu le texte, mais sa réaction a été immédiate et claire. Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et toute autre solution est exclue. Évidemment, la solution qu'on a choisie, c'était finalement de changer la Constitution pour faire évoluer les institutions. Mais est-ce qu'on a fait évoluer les institutions? Et, comme je vous l'ai dit, cette Constitution a d'ailleurs été encore une nouvelle fois violée. Alors, la question que je me pose, 10 ans après qu'on ait procédé au changement de Constitution, peut-on procéder à l'évaluation? Peut-on avoir le débat
entre ceux qui étaient favorables au changement, ils ont développé des arguments, et ceux qui étaient contre, comme nous autres. Est-ce qu'on peut avoir le débat pour en tirer les leçons? Et c'est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons dans les débats politiques au niveau du Congo un certain nombre de réflexions qui sont faites et dans lesquelles on propose la création d'un poste ou de 2 postes de vice-président. Mais est-ce qu'on peut aller à cette démarche si on n'a déjà pas évalué ce qui s'est fait? Et je crois qu'il faut qu'on évalue et qu'on en tire les conséquences. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut revenir à l'esprit de la Constitution de 1992. C'est-à-dire que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Il est éligible une seule fois. Et il faut un verrou. Je crois que le verrou qui avait été utilisé en 2002 n'était pas suffisant. Il faut qu'on en regarde. Donc, je crois que les gouvernants, et je crois que le président de la République devrait édifier les Congolais sur l'expérience qu'on a vécue. Est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise chose? Je crois que les Congolais ont suivi le discours du président Mamadou Doumbouya à l'Assemblée générale des Nations unies, où il avait carrément critiqué cette démarche parce qu'il estimait que les gens tripatouillaient les constitutions pour vouloir demeurer éternellement au pouvoir. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe au Cameroun où le président Biya a été élu pour un 8e mandat, mais avec une situation très préoccupante au niveau du Cameroun. Quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec le fait qu'une bonne partie de la population s'est levée pour dire non au 4e, et quand on constate que dans l'ensemble, le changement de constitution apparaît comme un élément d'instabilité et un élément de perturbation de la paix. Je crois qu'il faut avoir le courage d'affronter les choses et de dire clairement pour qu'on tire les leçons pour l'avenir de notre pays et que nous ne retombons pas dans ces situations. Voilà un peu le premier élément que nous voulions aborder sur cette question. Le deuxième élément, le deuxième thème que nous allons aborder, c'est le dialogue. Il y a des voix qui s'élèvent. Au Congo, pendant longtemps, les gouvernements ont parlé de dialogue permanent. Ils ont parlé d'un certain nombre de choses, encore qu'au niveau des syndicats, il y a un dialogue social qui semble-t-il bien organisé. Mais au niveau politique, il n'y a pas eu de dialogue que les acteurs politiques, voire les citoyens, voire même la société civile, ont toujours réclamé. On a mis en place ce que l'on a appelé les concertations politiques. Elles ont eu lieu de 2009 à Brazzaville jusqu'en 2022 à Ouando, soi-disant pour régler les problèmes de la gouvernance électorale. D'abord, elles n'avaient pas de base juridique et ensuite, on constate qu'elles n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Les recommandations qui y ont été prises n'ont jamais été entièrement exécutées, elles n'ont jamais été appliquées. Comment on fait? Comment on fait? Alors, et quand on est surpris, parce que le dialogue au Congo est devenu comme quelque chose qui est offerte par le président de la République. Mais la Constitution du 25 octobre 2015 en a fait quelque chose de constitutionnel. Parce qu'à travers les articles 227 et les articles 228, on a institué un Conseil national de dialogue, organe de concertation, organe d'apaisement, organe de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation sur tous les grands problèmes d'intérêt national. La gouvernance électorale n'est-elle pas un grand problème d'intérêt national? Le fait que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas un grand problème politique d'intérêt national? Et on peut évoquer comme ça? Non. On voit les acteurs politiques qui écrivent au président de la République pour qu'il ordonne, etc. Et on constate quoi? Formellement, le Conseil national de dialogue n'a jamais été mis en place. Et on avait mis la charrue avant les bœufs en nommant le défunt ministre d'État, que Dieu ait son âme, Martin Béli, comme secrétaire permanent, en lui adjoignant 2 secrétaires. Et là aussi, on peut relever qu'en septembre 2019, le ministre d'État Mbéli avait pris l'initiative de lancer ce qu'il appelait le processus constitutionnel de dialogue national inclusif, qui prévoyait 5 phases. Mais il n'y a que la première phase relative à la communication qui a eu lieu, les autres n'ont jamais eu. Et dans le même temps, on constate que le Congo s'est fait une très belle réputation au plan international, surtout au plan africain, de médiateurs. Et les Congolais se posent la question, pourquoi nous sommes médiateurs dans les crises?
qui se posent en dehors de notre pays et pourquoi nous ne sommes pas d'accord, capables d'avoir à l'intérieur de notre pays un dialogue sur la situation du pays, d'autant que cela est constitutionnel et cela devrait nous permettre d'avancer. C'est toute une question. Et la question qu'on se pose, pourquoi les gouvernants ont peur de mettre en application une disposition de la Constitution? On pourrait même dire, pourquoi viole-t-il la Constitution en ne prenant pas les dispositions pour que le Conseil national de dialogue puisse se tenir? Et là, maintenant, on entend des bruits. Oh non, il va y avoir un dialogue à Djambala. Et ce dialogue va certainement regarder si les élections peuvent avoir lieu. Mais faisons-en un problème national. Évidemment, on comprend. Tout dans les pays comme les nôtres est organisé et orienté vers le fait qu'il faut qu'on agisse pour la conservation coûte que coûte du pouvoir. Donc les gouvernants essaient d'agir même en ne respectant pas les lois et règlements des textes qu'ils ont eux-mêmes préparés et adoptés. Mais pour eux, c'est un problème. Conservation du pouvoir. Donc, ce qui intéresse les gouvernants actuels, ce n'est pas l'intérêt général du Congo. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt particulier au niveau de la conservation du pouvoir. Et c'est véritablement dommage. Et je crois qu'il faut que nous prenions soin de ça et que nous revenons assez souvent pour que l'on voit régulièrement les choses telles qu'elles peuvent se passer. Maintenant, le point suivant sur lequel on peut également intervenir, mais qui nous amène également à nous poser beaucoup de questions, c'est la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, la concussion, les détournements des deniers publics. C'est d'autant plus préoccupant que le Congo apparaît comme l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait même partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Mais curieusement, au Congo, on applique un projet de société, on met en exécution un projet de société qui s'intitule « Ensemble poursuivant la marche entendue, la marche vers le développement ». Mais est-ce qu'on peut poursuivre la marche vers le développement en tolérant la corruption? Le droit à l'éducation et aux soins de santé est un droit humain fondamental, essentiel pour promouvoir le bien-être et la dignité des personnes et leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel. L'accès à ces services de base est essentiel pour vaincre la pauvreté et favoriser une vie saine. Ceci est particulièrement pertinent dans toute l'Afrique, qui se trouve à un tournant décisif vers le développement durable. Cependant, la corruption y fait souvent obstacle. Cela nous empêche de recevoir les traitements et les vaccins nécessaires ou d'accoucher en toute sécurité. Cela nous prive également de nos chances d'apprendre des compétences, d'acquérir des connaissances et de développer un esprit critique. La corruption vole notre avenir et elle touche de manière disproportionnée les groupes marginalisés, les femmes, les jeunes filles et les autres groupes exposés à la discrimination, tels que les personnes vivant avec handicap et la communauté LGBTQI+, sont généralement plus dépendants des services publics et sont encore plus exposés à la corruption, ce qui aggrave les inégalités. Les recherches de Transparency International montrent que les pays qui obtiennent les meilleurs résultats dans l'indice de perception de la corruption ont des services publics plus transparents et plus redevables. Nos recherches montrent que pratiquement tous les processus dans les secteurs de l'éducation et de la santé, qu'il s'agisse de l'achat de manuels scolaires, le recrutement de personnel ou l'accès aux soins de santé maternelle, sont exposés à des formes spécifiques de corruption. Pour faire face à ces risques, il est essentiel que les gouvernements et les institutions publiques facilitent la participation de façon inclusive de la société civile, les communautés locales et les groupes marginalisés dans la fourniture de services d'éducation et de santé. Les prestataires de services ont besoin d'un code de conduite solide et d'une formation sur ce que l'on attend d'eux. Ils doivent également mettre en place des systèmes de signalement sûrs et sensibles au genre pour les citoyens, en particulier pour les femmes, les filles et les lanceurs d'alerte afin de mettre en évidence la prévalence de la corruption sexuelle. La société civile et les initiatives communautaires devraient inciter les citoyens à exiger la transparence et la redevabilité, et les décideurs politiques au niveau national, régional et mondial devraient plaider
en faveur de la reconnaissance de la nature discriminatoire de la corruption, y compris ses formes liées au genre, comme la corruption sexuelle, comme une menace pour la fourniture efficace de services et le progrès du développement. Ensemble, nous pouvons lutter contre la corruption et garantir l'accès de tous à une éducation de qualité et aux soins de santé en vue d'un avenir plus radieux et plus équitable pour nous tous. Pour votre information, en 2021 et en 2022, notre indice de perception de la corruption est de 21 sur 100. En 2023, il est de 22 sur 100. En 2024, il est de 23 sur 100. Véritablement médiocre. Et pourtant, nous n'avons de cesse de réclamer qu'il faut que nous avançons. Alors, quand on prend la corruption, je vais vous ramener au message, sinon au discours d'investiture du président de la République en 2009. Dans ce discours, il a énoncé clairement que je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de détournement de deniers publics, de fraude, de concussion, de népotisme et de détournement de deniers publics et d'autres actes autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a précisé, là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Posons-nous la question, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, quel est le gouvernant qui a été interpellé? La réponse est claire, c'est non. C'est non. Et quand on arrive en 2016, dans son message sur l'état de la nation de cette année, le président annonce que l'année 2016 doit être l'année de rupture, de dénonciation des antivaleurs qui constituent des obstacles au développement. En 2017, il évoque le fait qu'il faut vraiment agir pour faire émerger un certain nombre de concepts qui doivent être clairs. C'est le droit. C'est le droit pour permettre qu'on sorte de l'impunité, de l'arbitraire, la primauté du droit et de la justice. En 2018, il fait une déclaration qui a réjoui tous les Congolais en disant face aux délices économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni gros poissons, ni petits poissons, ni menu fretin. Tout passera dans la nasse du droit. Seul prévaudra la loi. Et depuis, rien, absolument rien n'a bougé. Et les Congolais sont surpris de constater que même la haute autorité de lutte contre la corruption, organe censé aider les gouvernants pour régler ce problème, mais ils sont devenus silencieux. Ils nous ont annoncé à certaines occasions qu'ils avaient des dossiers qu'ils devaient transmettre à la justice, mais ils ne les ont jamais transmis. Mais les cas sont extrêmement nombreux. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous les connaissez. Mais je vais terminer sur ce créneau en disant que ce qui nous préoccupe très, très sérieusement, c'est la protection par les gouvernants des responsables des scandales et crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos et dans la catastrophe et qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Vous me direz que, assez souvent je l'ai redit, mais je ne fais que le redire aussi longtemps que nous ne serons pas sortis de la situation que nous connaissons et pour laquelle nous devons pratiquement avancer. C'est un objet de préoccupation. Et j'ajoute à ça ce que j'ai dit tantôt. On constate face à ça que les gouvernants ne veulent pas de la réduction du train de vie de l'État, ne veulent pas de la lutte contre la corruption, ne veulent pas traquer les responsables des scandales des crimes économiques. Que voulons-nous? En réalité, nous ne voulons pas du développement. Nous voulons enfoncer le pays dans davantage de sous-développement, dans la pauvreté, dans la misère. Et nous avons même parfois pris la responsabilité de placer notre argent à l'extérieur, c'est-à-dire de contribuer au développement des autres pays que de contribuer au développement de notre propre pays. Après avoir fait ça, je passe au point suivant. Je crois que c'est le 4e dans cette rubrique. C'est les accords entre le Congo et le Rwanda. Nous sommes revenus assez souvent là-dessus. Et quand j'ai donné les informations, certains d'entre vous ont dû se poser la question. Mais pourquoi cette fois-ci ne parle pas des accords entre le Congo et le Rwanda? Mais je n'en parlais pas parce que je savais que dans le corps de l'émission, nous avions clairement abordé cette situation. Et je tiens à vous rappeler qu'en 2021, en 2022, le Congo a signé une quinzaine d'accords dans plusieurs domaines avec le Rwanda.
Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Évidemment, vous savez que le Rwanda, c'est un pays qui convoite des terres, parce que le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Une population de plus de 14 millions d'habitants, c'est-à-dire une densité de pratiquement plus de 532 habitants au kilomètre carré. Le Congo, par contre, a une superficie de 342 000 km², une population de près de un peu plus de 6 millions, c'est-à-dire une densité, une population pratiquement de 18 habitants au kilomètre carré. Et nous avons senti, nous avons constaté que les Congolais, les Rwandais, avaient de la convoitise sur nos terres. Nous l'avons perçu. C'est pour ça que lorsque nous parlons des accords, nous allons d'abord indiquer qu'il y a 2 accords, notamment l'accord sur la coopération militaire et technique et l'accord sur le partenariat, l'accord cadre sur le partenariat économique, sur la promotion et la protection des investissements privés, mais qui n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais quand il s'est agi des accords avec le Rwanda, l'attention des Congolais a été attirée, particulièrement sur le problème des terres. D'abord parce que nous avons découvert à travers les réseaux sociaux et les médias que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda avait rencontré le ministre congolais des Affaires foncières pour lui demander, soi-disant, des titres fonciers pour des terres que le Congo avait offertes au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Et d'après ce que nous avons découvert sur les réseaux sociaux, le ministre, semble-t-il, l'avait assuré de ce que ces titres lui seraient remis en temps opportun. Mais lorsque le débat a eu lieu, les gouvernants ne se reconnaissaient plus dans cette situation. Et ils déclaraient n'avoir jamais concédé le moins de kilomètres carrés de terre au Rwanda. Mais ensuite, nous avons été surpris par cette vidéo qu'on a fait circuler à partir du 30 mars 2024. Vidéo qui est de la télévision nationale rwandaise, qui faisait apparaître qu'une mission du secteur privé rwandais avait séjourné au Congo du 4 au 8 mars 2024. Et au cours de cette mission, les membres de cette mission avaient découvert 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² que le Congo avait offert au Rwanda. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Et qui était devenue la propriété des Rwandais. Ce qui signifiait, en d'autres termes, la constitution de 2 enclaves rwandaises à l'intérieur du territoire congolais. Véritablement inacceptable, véritablement intolérable. Et là, les voix des Congolais se sont élevées à travers le monde. Les Congolais se sont mis debout.
pour dire que c'était insupportable, c'était inacceptable. Maintenant, le dernier volet sur ça, c'est le débat sur ce que l'on a appelé autorisation provisoire d'occuper, autorisation express d'occuper. Semble-t-il que dans le cadre de cette démarche, il y avait des autorisations qui avaient été accordées aux Rwandais, soi-disant pour faire l'agriculture, soi-disant pour faire la culture du ricin et autres. Et malheureusement, les Congolais ont considéré tout cela pour une volonté du Rwanda de vouloir s'accaparer des terres congolaises. Et les Congolais s'y sont foncièrement opposés. Alors, quand il s'agit de ces autorisations express et de ces autorisations provisoires, ce qui a attiré l'attention des Congolais, c'est qu'ils se sont posé la question. Pourquoi ces sites n'étaient localisés que dans la partie sud du pays, qui en fait ne représentait que 106 000 km² sur toute la superficie de 342 000 km². En plus, dans des zones frontalières très proches de la RDC, pays qui avait un conflit armé avec le M23 et le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Conflit que nous ne soutenions pas, conflit que nous dénoncions parce que nous estimons qu'en fait le Congo, par sa démarche, voulait offrir au Rwanda l'opportunité de se procurer des moyens financiers pour continuer à perpétrer la guerre à l'est de la République du Congo et à perpétrer les massacres dans cette zone de la République démocratique du Congo, ce que nous ne partageons pas. Évidemment, les gouvernants ont fini par dire que cette affaire était réglée. Nous avons demandé des preuves, nous ne les avons toujours pas. Maintenant, pour arriver à la conclusion sur tout ça, nous faisons ce rappel pour dire que depuis que les Congolais se sont levés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le message est clair. Non à la vente de nos terres. Non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et depuis, vous avez constaté que chaque fois que nous faisons une émission Grand Angle, nous n'avons cessé d'attirer l'attention des gouvernants, l'attention des Congolais pour qu'ils ne baissent pas les bras, pour que nous arrivions à cette conclusion. Et je crois que les gouvernants qui sont restés longtemps silencieux sur cette question devraient à un moment donné suivre la position prise par les Congolais. Parce que les Congolais n'ont pas demandé des explications, mais ils ont souhaité l'annulation pure et simple de ces accords. D'autant que s'agissant par exemple des 980 km², les gouvernants congolais ont démenti, c'est vrai. Mais ça nous a conduit à une question. Des deux pays, le Congo ou le Rwanda, qui ment. Il y a nécessairement un qui ment. Et une coopération basée sur le mensonge ne devrait pas perdurer. Et on devrait prendre des dispositions pour mettre un terme et faire en sorte que nous allions de l'avant. Donc nous reprécisons également que sur ce point, la position des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, c'est de dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Après avoir évoqué ça, je vais évoquer une situation. Beaucoup d'entre vous pensent qu'on ne pouvait pas faire ce point sans l'évoquer. C'est la situation des prisonniers politiques. C'est également l'exigence du retour au pays de tous les exilés qui sont en dehors du pays. Et lorsqu'on parle des prisonniers politiques, on accorde au général une attention particulière à Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, parce que ces deux anciens candidats à l'élection présidentielle de 2016, élection dont ils n'ont jamais voulu reconnaître les résultats. Et aujourd'hui, ils purgent leur 10e année. Ils purgent leur 10e année à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ceci, malgré le fait qu'en 2018, un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait effectué une mission Congo-Brazzaville et ils ont émis un avis à travers lequel ils demandaient la libération immédiate de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa. La détention d'André Okombi Salissa est arbitraire. C'est l'avis d'un groupe de travail des Nations Unies qui s'est penché sur le cas de cet ancien ministre congolais inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Cet avis, selon son conseil, porte sur la violation de son immunité parlementaire, sa garde à vue prolongée, de même que ses conditions de détention jugées particulièrement difficiles.
Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des Nations Unies demande par conséquent la libération de l'opposant et son indemnisation pour les 18 mois passés derrière les barreaux. De quoi apporter de l'eau au moulin de son avocat qui pense que, je cite, une pression internationale peut amener à un aboutissement juste parce que, dit-il, André Okombi-Salissa n'aurait jamais dû être incarcéré. Candidat à la présidentielle de 2016, remporté par Denis Sassou Nguesso, André Okombi-Salissa est en détention depuis son arrestation le 23 janvier 2017. Cela a été suivi par un silence des gouverneurs congolais. Par la suite, nous avons suivi, en septembre 2019, la déclaration de M. Yves Le Drian, à l'époque ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui avait déclaré sur les voies de RFI avoir parlé au président Denis Sassou Nguesso avec fermeté pour des actes qui devaient être posés à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa et d'autres prisonniers politiques. Évidemment, ça a été suivi par un silence. Mais des voix se sont élevées à travers le monde. Elles se sont élevées au niveau du Congo. Et la situation est restée telle. Mais nous en sommes préoccupés par quoi? Nous en sommes préoccupés parce que, à peu près à la même époque, notamment le 4 avril 2016, il y a eu ce que l'on a appelé au Congo l'attaque des quartiers sud de Brazzaville, semble-t-il, par un groupe de certains de nos compatriotes qui avaient été qualifiés par les gouverneurs de l'époque comme des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Cette attaque s'est prolongée dans le Poul, dans ce que l'on a appelé la guerre du Poul, a causé d'énormes dégâts, tant en termes de vie, en perte de vies humaines, en termes de dégâts matériels, en termes de déplacement des populations et autres. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Poul? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond des forêts, souffrent. Ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. Pour l'instant, comme beaucoup d'autres déplacés, Fortuné est amené par camion vers un centre de transit. Chaque jour, entre fin juillet et fin novembre 1999, plus de 1000 personnes ont ainsi afflué vers la capitale. Dans cet ancien complexe sportif, le Comité international de la Croix-Rouge distribue des bons de ravitaillement. Premier tri des réfugiés par la Croix-Rouge locale, ceux qui n'ont pas de logement ou de famille à Brazzaville sont dirigés vers des camps, les autres retournent chez eux. Fortuné et sa famille font partie de cela. Après l'inscription au registre des nouveaux arrivants, un moment de repos. Et puis les retrouvailles chez la tante de Fortuné. Mais cela a permis quoi? Ça a permis qu'en décembre 2017, il y ait un accord entre ceux qu'on avait considérés traités de terroristes et les gouvernants. Et cet accord a permis l'annulation, sinon l'arrêt, des poursuites judiciaires qui avaient été engagées
contre ses patriotes. Et nous avons toujours pensé que c'était une injustice à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Et c'est véritablement dommage. Mais par la suite, nous avons suivi les révélations faites par Laurent Sokoko, qui a dénoncé à travers plusieurs vidéos, suivies y compris par les internautes du Congo-Brazzaville, qui a dénoncé un complot international qui visait à l'assassinat du président de la République. Évidemment, cette situation a fait penser à la jurisprudence de la situation vécue par Jean-Marie Michel Moukoko. Et on avait pensé que ça ferait évoluer le débat et que ça ferait évoluer également les choses en ce qui concerne la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombi-Salissa. Peine perdue, rien n'a absolument été fait. Et c'est là où, pour beaucoup de Congolais, ils considèrent qu'il y a une injustice extrêmement grave. Il y a comme une situation d'une justice à deux vitesses. Parce que pendant ce même temps, les responsables des scandales de crimes économiques et financiers, qui ont plongé le pays dans le chaos et dans la catastrophe, qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance, ils ne sont nullement inquiétés. Ils ne sont nullement inquiétés. Ils mènent correctement leur vie, ils font tout ce qu'ils veulent, etc. Et nous trouvons cela dommage. C'est pour ça que nous profitons de cette occasion qu'ils nous ont offerte, à l'occasion justement de cette journée de la proclamation de la République, pour exhorter les gouvernants à prendre les dispositions, à prendre les mesures pour la libération effective de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Okombi-Salissa, avec les autres prisonniers politiques, pour également prendre les mesures pour que le retour des exilés depuis 1997, qui se trouvent nombreux hors du pays, que ces exilés puissent regagner le pays et certainement apporter leur contribution dans la construction et dans l'édification de ce qui se passe dans notre pays. Et je crois que c'est extrêmement important, c'est extrêmement grave. Maintenant, profitant de cette situation, on ne pouvait pas ne pas aborder les derniers thèmes de cela que nous avons intitulé « La misère et la souffrance des Congolais ». Effectivement, les Congolais souffrent beaucoup. Il faut vous rappeler qu'en 2010, le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés du Fonds monétaire international. Et il a vu sa dette être réduite de façon significative. Elle a été ramenée à 1565 milliards de francs CFA, soit 25,7% du produit intérieur brut, alors que la norme au niveau de la CEMAC est de 70%. Et cette décision, cette démarche a ouvert les perspectives de développement de notre pays. Malheureusement, dès 2012, des acteurs politiques ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour porter à sa connaissance que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et l'exhorter à ce qu'il convoque les États généraux de la nation. Évidemment, cela n'a pas été accepté. D'autres voix se sont levées pour demander la tenue dans notre pays d'un dialogue national inclusif, y compris la conférence épiscopale des évêques du Congo. Cela n'a également pas été suivi. Mais la crise, on a fait que nous enfoncer dans la crise. Parce que cette dette qui a été ramenée à ce niveau, le niveau que je venais de vous signaler en 2010, a commencé à croître à partir de 2014. Et en 2017, on a parlé déjà de ce que le Congo avait caché une partie importante de sa dette. Et elle atteint des niveaux extrêmement importants, considérés parfois dans certains cas par la communauté financière internationale comme insoutenable. Bref, le Congo s'est rapidement retrouvé dans une situation de surendettement. Les gouvernants congolais n'ont reconnu la crise qu'à partir de 2017. Ils ont tenté de la justifier par la baisse drastique des prix du baril du pétrole en 2014. Et ils ont dans un premier temps pensé
qu'il pouvait procéder à un ajustement interne pour régler cette situation. Peine perdue. Ils n'en ont pas été capables. Et à partir de ce moment, ils ont sollicité l'appui de la CEMAC, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour leur permettre de se rapprocher des institutions financières internationales, parmi lesquelles le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour avoir un programme. 2019, nous avons eu un programme. On n'a pas pu le suivre jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas respecté les engagements pris. 2022, nous avons obtenu un nouveau programme qui s'est exécuté jusqu'en 2024 avec le fait que nous avons exécuté 6 revues successivement de façon positive. Mais le Congo n'est pas sorti de la crise. Alors que les Congolais avaient espéré qu'au sortir de l'exécution de ce programme, nous sortirons de la crise. Au contraire, de plus en plus, nous nous en sommes enfoncés. Cette crise qui se caractérise aujourd'hui par un certain nombre d'aspects importants, comme la mauvaise répartition de la richesse nationale. Cette richesse qui est accaparée par une minorité, alors que la grande majorité vit dans la misère, dans la pauvreté, à la fois insupportable et intolérable. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, ça a des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Cette situation s'est caractérisée par un chômage endémique. Cette situation s'est caractérisée par une baisse préoccupante du pouvoir d'achat. Baisse préoccupante du pouvoir d'achat, avec une non-amélioration des conditions de vie. Cela s'est caractérisé par un niveau élevé de la pauvreté. Ça s'est caractérisé par de nombreux scandales, scandaleux crimes économiques et financiers, et autres. Et dans la pratique, les retraités la vivent. Nous vous avons assez régulièrement décrit la situation des retraités. Les étudiants la vivent. Les travailleurs de plusieurs structures la vivent, parmi lesquels les travailleurs de la mairie de Dolisie qui connaissent déjà 97 mois d'arriérés de salaire. Et les structures comme ça, elles sont extrêmement nombreuses. Cette situation est connue à travers le manque de fonctionnement minimum au niveau des services sociaux, notamment l'éducation et la santé. La situation est véritablement préoccupante. C'est même ce qui a amené cette déclaration du ministre des Finances, qui disait lui-même que financer le développement de notre pays, c'est une véritable acrobatie. C'est un véritable casse-tête. Alors où allons-nous? Où allons-nous? Et pendant ce temps, les propositions qui sont faites, parce qu'assez souvent, on dit l'opposition ne propose ainsi, l'opposition propose. En ce qui concerne ce domaine, l'opposition a proposé la réduction du train de vie de l'État depuis plus de 10 ans. L'opposition a proposé le courage dans la lutte âpre contre la corruption, contre les détournements de deniers publics et autres.
L'opposition a souhaité qu'il y ait une clarification au niveau des fonds des errances. L'opposition a souhaité que l'on traque les responsables des scandales des crimes économiques et financiers. L'opposition a proposé que l'on arrête de protéger les responsables des scandales des crimes économiques et financiers. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Et aujourd'hui, nous constatons, et c'est une phrase simple, 65 ans après l'indépendance, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. C'est la preuve de ce que ça ne va pas. Non seulement ça ne va pas, mais l'avenir est sombre. Nous n'avons pas de belles perspectives. C'est pour ça que nous avons tenu, avant que le président de la République ne fasse son message sur l'état de la nation, message que nous considérons comme le bilan de ce mandat qui a démarré le 16 avril 2021 et qui va s'arrêter le 16 avril 2026. L'avenir est sombre. Et c'est pour ça que nous avons tenu de retenir ces quelques 6 thèmes. Ils ne sont pas les seuls. On pouvait en avoir d'autres. Mais ça vous donne une image très claire de la situation réelle vécue par le Congo. Et c'est pour ça que nous venons en conclusion pour dire, au moment où le président de la République va livrer son dernier message sur l'état de la nation, de la mandature de son mandat qui court de 2021 à 2026, il faut le dire clairement, le Congo va mal, très mal. Et il va mal du fait de la mauvaise gouvernance de nos gouvernants. Non seulement ils n'ont pas été capables d'apporter les solutions idoines et appropriées à la situation que nous connaissons, mais en plus, ils n'ont même pas voulu respecter les textes, notamment notre Constitution, en ce qui concerne la tenue des réunions du Conseil national du dialogue, qui, par rapport à ses missions, doit se pencher sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et c'est véritablement dommage. Nous apprenons qu'il y a des idées, qu'il y a des propositions qui sont faites certainement pour la tenue d'un dialogue. Il semblerait, d'après les rumeurs qui circulent, qui se tiendrait probablement à Djambala. Mais il ne faut pas se tromper. Dans notre vision actuelle et dans notre manière d'apprécier les choses, l'objectif de ce dialogue, et j'aimerais te contredire là-dessus, ne serait rien d'autre que les manœuvres qui sont en train d'être mises en place pour conserver le pouvoir en dépit du bilan négatif qui est connu par tous les Congolais et qui n'est contesté par personne. Aujourd'hui, même dans les institutions, mais on connaît des retards de salaire, parfois de 5 à 6 mois. L'Assemblée, le Sénat, les institutions comme le Conseil économique, social et environnemental, la Cour constitutionnelle. La situation, elle est vraiment préoccupante à tous les niveaux. Et c'est pour ça que nous avons tenu à faire ressortir notre voix. Certains d'entre vous diront, c'est du déjà vu. Oui, c'est vu, mais il faut que nous le répétons pour que le 28 novembre, on ne nous dise pas qu'on n'était pas au courant de ceci ou de cela. Parce que les citoyens, les Congolais que nous sommes, nous avons besoin des réponses claires. Et en ce qui nous concerne, et c'est ça notre véritable conclusion, le pays a besoin de changement et de rupture. Il a besoin que la politique se fasse autrement qu'elle ne se fasse aujourd'hui. Et le bilan du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le bilan du PCT, qui en plus n'est pas en conformité avec la loi, est véritablement catastrophique. Nous osons espérer que le 28 novembre, nous aurons des informations. Nous serons édifiés. Je ne crois pas que les conclusions soient différentes de celles-là. Et je crois qu'il faut qu'on ait le courage d'assumer la vérité des faits, de reconnaître la situation, d'être transparent et d'en tirer en toute responsabilité toutes les conséquences. Voilà, chers téléspectateurs, la conclusion que je tire. Et je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous parce qu'avant le 28, nous aurons encore une émission grand angle le 22 novembre.
J'ignore encore les thèmes que nous développerons. Mais avant le 22 novembre, nous aurons, dans la journée, je crois, c'est samedi, autour de 18h, des webinaires pour lesquels le lien a dû être ventilé à travers les réseaux sociaux. Et je crois que vous vous les procurez et nous allons certainement retrouver. Donc, à bientôt. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci encore une fois.